Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la première intifada. Ce soulèvement palestinien qui a vraiment marqué la période 1987-1993. On s'appuie sur pas mal de sources, Jérusalem Post, palestiniastudies.org, Arab News, Alternative Socialiste, Wikipédia, Caire l'Info. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les origines, la dynamique et puis l'impact de ce qu'on a appelé la guerre des pierres. Oui, bonjour. C'était vraiment un moment charnière qui est né après des décennies d'occupation. Et ça a eu des conséquences profondes des deux côtés, palestiniens comme israéliens. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, pour commencer, l'étincelle. On parle souvent d'un accident, c'est ça? C'est ça, le 8 décembre 1987, à Gaza, un camion de l'armée israélienne percute une voiture. 4 travailleurs palestiniens sont tués. Et le lendemain, pendant les funérailles, ça dégénère en émeute. Au début, Israël a un peu sous-estimé la chose, je crois. Mais ce n'était que l'étincelle, comme vous disiez. Le fond était plus profond. Ah oui, clairement. Il faut imaginer 20 ans d'occupation depuis 67. L'expansion des colonies, la répression. Certaines sources parlent de 200 000 Palestiniens emprisonnés en 20 ans. C'est énorme. Ajoutez à ça les humiliations au quotidien, les conditions de travail difficiles pour les 100 000 Palestiniens qui allaient travailler en Israël. Et puis, une démographie particulière, non? Une population très jeune. Exactement. Plus des 2 tiers avaient moins de 24 ans. Ils ressentaient moins le poids des défaites passées, peut-être. Et il y avait aussi une certaine frustration vis-à-vis de l'OLP qui était à Tunis, perçue comme un peu lointaine, un peu déconnectée. D'où cette impression de spontanéité au début. La guerre des pierres menée par les jeunes. Voilà, une génération exaspérée qui voulait agir directement. Malheureusement, le bilan humain a été très lourd au final, hein. Près de 2000 Palestiniens tués et plus de 200 Israéliens. Ce qui quand même est étonnant, ça ait duré si longtemps, 6 ans, face à la puissance militaire israélienne. Qu'est-ce qui explique cette persistance? Alors, un facteur clé, c'est l'auto-organisation populaire. Ça s'est mis en place très très vite, dès janvier 88. Des comités populaires de lutte ont émergé un peu partout. Souvent, ils s'appuyaient sur des structures bénévoles qui existaient déjà d'ailleurs. Et ces comités, ils faisaient quoi concrètement? Ils géraient le quotidien? Oui, ils géraient le ravitaillement, l'éducation quand les écoles étaient fermées, les services de santé, mais ils coordonnaient aussi la résistance. La résistance, c'est-à-dire pas seulement les jets de pierre, j'imagine. Non, non, loin de là. Il y avait bien sûr les pierres, très symboliques, mais aussi des grèves massives, surtout les travailleurs palestiniens en Israël. Ça a eu un impact. Il y avait aussi le boycott des produits israéliens, et puis une forte dimension de désobéissance civile. Certains s'inspiraient de figures comme Moubarak Awad, qui prônaient la non-violence. Intéressant. Ces comités attiraient qui? Des militants politiques. Oui, des militants de gauche, des syndicalistes, des étudiants. Certains y voyaient une forme d'autogestion, un potentiel démocratique. D'ailleurs, Israël les a très durement réprimés. L'appartenance à un comité, c'était risquer 10 ans de prison. Et c'est aussi à ce moment-là, dans ce contexte, que le Hamas est né. Au début, distinct de l'OLP, avec une ligne plus dure, disons. On a aussi en tête des images très fortes de femmes, en première ligne. Elles ont joué un rôle important. Ah oui, crucial. Surtout au début, elles étaient très visibles. On les voyait affronter les soldats, construire des barricades, organiser. D'ailleurs, lors des 3 premiers mois, un blessé sur 5 était une femme. Il y a eu un moment d'optimisme, l'idée qu'elles allaient peut-être gagner en égalité grâce à cette lutte. Mais ça n'a pas duré, si je comprends bien ce que disent certaines analyses, comme celle de Rema Amami. C'est plus nuancé, voilà. Si au début ça a ouvert des espaces, ces gains ont eu tendance à s'éroder. Souvent dans les comités populaires, elles ont été un peu reconduites à des rôles plus traditionnels. L'éducation, l'économie domestique. Et pourquoi cette régression, en quelque sorte? Plusieurs raisons. La répression israélienne, qui a poussé à la clandestinité, a joué un rôle. Mais il y a aussi eu des facteurs internes, l'idéologie sociale, la culture politique, et puis, plus inquiétant, l'émergence d'une certaine culture de la modestie, portée notamment par le courant islamiste qui montait en puissance. Vous parlez de quoi, concrètement? Par exemple, à Gaza, dès l'été 88, il y a eu une campagne pour imposer le port du hijab, parfois même par la force. C'était une attaque directe contre les droits sociaux des femmes, en fait. Ça montre bien la complexité, hein. Même dans un mouvement uni contre l'occupation, il y a des tensions internes fortes. D'accord. Revenons à l'impact sur Israël. Vous disiez que les grèves et le boycott avaient pesé lourd.
Ça a vraiment brisé l'idée d'une occupation facile? Ah oui, complètement. L'illusion d'une occupation bon marché, comme on disait, elle a volé en éclats. Les chiffres sont parlants. Les grèves, c'était 30 à 40% d'absentéisme. L'économie israélienne dépendait beaucoup de cette main-d'œuvre palestinienne. Le bâtiment, l'agriculture, le textile, tout ça a été touché. Et le tourisme aussi, j'imagine. Oui, le tourisme a chuté. Et puis il faut ajouter les pertes fiscales pour l'État israélien et surtout l'augmentation énorme des coûts de la répression. Mobiliser les réservistes, la police. Et résultat, Israël est passé d'une récession partielle à une récession généralisée, le Mitoun en 91. Shimon Peres, à l'époque, estimait le coût annuel entre 1,5 et 2 milliards de shekels. C'est considérable. Cette pression économique, populaire, politique, ça a forcément débouché sur quelque chose au niveau diplomatique, hein. Oui, inévitablement. L'Intifada a changé la donne, elle a créé un nouveau rapport de force en quelque sorte. Ça a mené à la conférence de Madrid en 91, un premier pas, et puis surtout aux accords d'Oslo en 1993. C'est Oslo qui met officiellement fin à l'Intifada. Et Oslo, ça a permis quoi concrètement? Ça aboutit à la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OAIP et à la création de l'autorité palestinienne avec le retour de Yasser Arafat et de la direction de l'OLP qui était en exil. L'OLP reprenait la main politiquement. Et aujourd'hui, quel est l'héritage de cette période Oslo? Qu'est-ce qui en reste? C'est une période qui a laissé des traces profondes. En Israël, je pense qu'une partie de l'opinion a compris que l'occupation telle qu'elle n'était pas tenable à long terme. Côté palestinien, ça a vraiment cimenté l'identité nationale, ça a remis la question palestinienne sur le devant de la scène internationale. Mais avec un bémol sur la suite. Oslo n'ayant pas mené à une paix durable. Exactement. L'échec final et processus d'Oslo montrent bien les limites de ce qui a été engagé à l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant, certaines analyses notent que des mobilisations palestiniennes plus récentes s'inspirent parfois des tactiques de la première intifada, la désobéissance civile, les comités locaux, mais en visant aussi parfois leurs propres autorités, pas seulement l'occupation. Donc, pour résumer très vite, l'intifada, la première intifada, c'était bien plus qu'une guerre des pierres, hein. Un vrai soulèvement populaire massif, né des frustrations de l'occupation. Structurée par une organisation locale assez innovante, utilisant plein de formes de résistance différentes. Et avec des conséquences économiques et politiques majeures pour les deux camps. C'est tout à fait ça, ça reste une référence clé sur la puissance de la mobilisation populaire. Mais ça montre aussi les défis immenses pour traduire cette énergie en vrai changement politique durable et pour surmonter les divisions internes. Et la question qui reste et qui est essentielle pour comprendre aujourd'hui, c'est quelles leçons de cette période, de ses succès comme de ses échecs, résonnent encore face à la situation actuelle, l'occupation qui perdure et les fractures politiques qui sont toujours là. C'est une réflexion importante.